Voyons justement de quoi auront l'air les images produites par les miroirs concaves d'abord. On va commencer les miroirs concaves, ensuite on regardera les images des miroirs convexes. Pour un miroir concave, l'image qui va être produite, les caractéristiques de l'image produite vont dépendre de la distance entre l'objet et le miroir. Si l'objet est situé très loin du miroir, comme c'est le cas ici, alors à ce moment-là, l'image va être juste un point ou une petite tache de lumière directement au foyer. Maintenant, si l'objet est situé derrière le centre de courbure, mais pas à une distance quasi infinie comme c'est le cas ici, là, à ce moment-là, regardons ce qui va se produire. Premier rayon principal, celui qui arrive par l'axe principal, converge vers le foyer. Puis ici, on a tracé le troisième rayon principal, donc celui qui passe par le centre de courbure retourne sur lui-même. En passant, notez qu'on n'a pas tracé le troisième rayon principal, mais le troisième rayon principal, il aurait convergé au même endroit que les deux autres. Donc, on a seulement besoin de 2 rayons pour trouver une image. Si on regarde les 2 rayons réfléchis, donc on a celui-là et celui-là, ils convergent ici. Alors, c'est là que va se produire l'image de la chandelle. Donc, en fait, ça ici, c'est l'image du haut de la chandelle. Mais le bas de la chandelle, l'image du bas de la chandelle va se produire vis-à-vis, donc ici. Et donc, l'image de la chandelle au complet va se trouver ici. Maintenant, si on regarde c'est quoi les caractéristiques de cette image-là, premièrement, la nature. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est des vrais rayons qui se croisent? La réponse est oui. Il y a des vrais rayons qui se croisent ici, donc c'est une image réelle. Donc, autrement dit, si on met un écran ici, on peut réellement capter l'image de la chandelle. C'est-à-dire qu'en mettant simplement une feuille blanche ici, on verrait la chandelle sur la feuille. Maintenant, à la place d'utiliser une chandelle, une manière peut-être plus efficace de faire, on pourrait utiliser un téléphone et afficher une photo, tout simplement. Fait que ça ici, ça devient la photo qu'on affiche avec le téléphone deviendrait l'objet. Et en mettant une feuille blanche ici, on verrait effectivement l'image on verrait la photo apparaître sur la feuille, si on la met ici. Et elle serait inversée. Donc, on verrait la photo à l'envers. En termes de taille, on voit qu'elle est réduite par rapport à l'objet. Et pour ce qui est de sa position, bien, on voit qu'elle est localisée entre le foyer et le centre de courbure. Vous savez que si je déplace mon objet, les caractéristiques de mon image changent. Donc, elle va changer, mais tant aussi longtemps que mon objet est situé au-delà du centre de courbure, observez que mon image est toujours située entre le foyer et le centre de courbure, ici. Mais plus je rapproche l'objet, plus mon image se rapproche du centre de courbure. Ça, c'est un autre cas spécial. C'est si mon objet est directement sur le centre de courbure. Alors là, je fais encore mes rayons principaux, un rayon qui passe parallèle à l'axe et converge vers le foyer. Là, ici, il faudrait faire un deuxième rayon principal là, pour voir l'image. C'est juste que le troisième rayon, celui qui passe par le centre de courbure, ils ne peuvent pas le tracer ici directement, mais ils devraient tracer l'autre rayon, là, c'est-à-dire celui qui passe par le foyer comme ça. Il viendrait comme... il passerait ensuite il partirait parallèlement à l'axe principal. Donc, il passerait par ici comme ça, puis il viendrait ensuite croiser ici. Et là, on a l'image qui se produit ici. Donc, ce qu'on observe d'abord, c'est que c'est une image réelle. Il y a vraiment un croisement de rayons qui va se produire là. Ensuite, c'est une image qui est inversée. Elle est de même taille que l'objet. Et sa position, en fait, elle est à la même position que l'objet, donc sur le centre de courbure. Ensuite, si on continue d'approcher l'objet, l'image va continuer à s'éloigner. Et là, maintenant, on voit que, elle est agrandie maintenant. Okay? Donc ici, elle a été réduite. Ici, elle avait la même taille. Et là, elle commence, dès que mon objet est plus proche que le centre de courbure, mon image est plus grande que mon objet. Et plus j'approche mon objet, plus mon image est grande. Donc, ce qu'on observe, c'est que maintenant, mon image, elle est encore réelle. Elle est encore inversée. Mais maintenant, elle est agrandie. Et sa position, c'est au-delà du centre de courbure. Et plus j'approche mon objet, plus elle s'éloigne.
Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je viens mettre l'objet directement sur le foyer? Ça, c'est un autre cas particulier. Si je regarde mes rayons principaux, donc celui qui arrive par l'axe converge vers le foyer, celui qui passe par le centre de courbure, il repart dans sa direction d'origine. Là, je regarde mes deux rayons réfléchis, c'est celui-là et celui-là. Là, ils sont parfaitement parallèles. Donc, étant parfaitement parallèles, on pourrait dire ils vont jamais se croiser. Mais en fait, la manière qu'on va parler en optique, c'est qu'on va dire il y a une image, mais elle se trouve à l'infini. C'est comme plus je m'approche ici du foyer, plus mon image s'éloigne, comme vous voyez. Puis à la limite, si je suis sur le foyer, c'est comme si on imagine qu'elle est là, mais elle est comme infiniment loin. Concrètement, une image à l'infini, ce que ça veut dire, c'est que si vous mettez un écran, mettons ici, vous allez voir une image, mais elle va être un peu floue. Puis plus vous éloignez votre écran, meilleure va être votre image, c'est-à-dire plus elle va être nette. C'est ça que ça veut dire une image à l'infini en fait. Mais à l'infini, au point de vue optique, on n'a pas vraiment besoin d'aller à 10 km de distance pour voir vraiment bien l'image. Je veux dire, pour la plupart des systèmes optiques, une dizaine de mètres, c'est déjà l'infini. Même 5 mètres la plupart du temps, ça peut déjà être considéré comme étant l'infini pour la plupart des systèmes optiques. Ça veut dire, dans le fond, concrètement, si vous mettez un écran comme 5 mètres plus loin ou 10 mètres plus loin, vous allez voir une image, vous allez bien la voir. Et plus vous éloignez votre écran, plus elle va être nette. C'est ça que ça veut dire une image à l'infini. Maintenant, cette image à l'infini-là, elle est de quel sens? Ben, elle est inversée parce que, comme on le voit ici, l'image, elle est toujours inversée. Sauf que elle est de plus en plus loin. Okay? Fait qu'elle serait inversée aussi. Donc, si on imagine que ces deux lignes-là parallèles finissent par se croiser à l'infini, mais le croisement aurait lieu en bas de l'axe principal, donc on aurait une image qui est inversée. Et bien sûr, ce croisement-là se produirait assez loin ici, donc on aurait une image qui serait agrandie par rapport à mon objet. Et on imagine qu'il y a un croisement qui se fait, donc c'est une image réelle. Donc on a une image réelle qui est agrandie, qui est inversée. Et sa position, ben, c'est à l'infini devant le miroir, à une distance infinie devant le miroir. Si on continue d'avancer l'objet, là maintenant ce qui se produit, c'est que mes deux rayons réfléchis, ils sont plus parallèles. Et ici, ils étaient parfaitement parallèles, mais à partir d'ici, vous voyez qu'ils ne sont plus parallèles, ils divergent maintenant mes deux rayons réfléchis. Donc, pour trouver un point de convergence, j'applique toujours la logique, je vais poursuivre mes rayons derrière le miroir. Selon la convention qu'on utilise dans notre cours, ici, on mettrait des traits pointillés ici, puisque c'est des prolongements imaginaires. Et là, je vais continuer à avancer pour qu'on voit l'image, autrement dit, pour que le point de convergence se produise sur l'écran, comme ceci. Alors, vous voyez que les deux rayons réfléchis, celui-là et le rouge, ils divergent. Donc, on les poursuit derrière le miroir et on a un point de convergence des prolongements de rayons ici. Alors, c'est ici que va se produire mon image. Donc, ici, on a affaire maintenant à une image virtuelle. Vous voyez? Parce que ça, c'est pas des vrais rayons qui se croisent, c'est des prolongements de rayons. Il n'y a rien en réalité derrière le miroir. C'est juste une illusion. Donc, autrement dit, si ma chandelle est là, et que moi, je me trouve ici devant le miroir, je vais voir l'image de la chandelle agrandie comme ça. Je vais la voir avec mes yeux, parce que mes yeux font une image réelle sur ma rétine. Mais en réalité, il n'y a rien derrière le miroir. C'est une image virtuelle, c'est une illusion. Alors, cette image virtuelle, elle est droite, comme on voit. Donc, elle est dans le même sens que la chandelle d'origine, l'objet. Donc, cette image, elle est droite, elle est agrandie. Et sa position, ben, c'est derrière le miroir. Et ce qu'on observe, c'est que plus j'approche mon objet, plus mon image va rétrécir. Mon image, elle demeure toujours virtuelle. Donc, tant que je suis plus proche que le foyer, mon image, elle est toujours virtuelle. Elle est toujours droite, mais elle va progressivement diminuer en taille et se rapprocher du miroir. Donc, plus mon objet est proche du miroir, plus mon image va se rapprocher elle aussi du miroir. Et plus la taille de l'image va se rapprocher de la taille de mon objet.
Donc, résumons. Quand on a un miroir concave, on peut avoir différents types d'images dépendamment de la distance entre l'objet et le miroir, ou plus spécifiquement, où l'objet se trouve par rapport au centre de courbure et au foyer. Revoyons les 5 cas de figure. Si mon objet est plus loin que le centre de courbure, ça me donne une image réelle, inversée, réduite. Entre F, il va être situé entre F et C. Si mon objet est pile sur le centre de courbure, mon image elle est réelle, de même taille, inversée, et elle va se trouver elle aussi sur le centre de courbure. Si mon objet est entre le foyer et le centre de courbure, j'ai une image qui est encore réelle, mais cette fois-ci qui est agrandie, toujours inversée, et qui va se situer au-delà du centre de courbure. Et si je suis si mon objet est pile sur le foyer, ça c'est un cas particulier, mon image est à l'infini. Elle est réelle, inversée, agrandie, et elle se trouve à l'infini, c'est-à-dire devant le miroir à une distance infinie, celui-ci. Et finalement, si je suis devant le foyer, ça c'est un cas particulier, ça me donne une image virtuelle droite, agrandie, et l'image va se trouver derrière le miroir. Donc en bref, un miroir concave va presque toujours donner des images qui sont réelles et inversées. Sauf dans la situation où l'objet est plus proche que le foyer. C'est la seule exception. C'est la seule situation où un miroir concave va donner lieu à une image virtuelle. Cette situation-ci, je l'appelle la situation miroir grossissant. Parce que c'est ça en fait. Un miroir grossissant, c'est un miroir concave. Mais pour obtenir l'effet grossissant, il faut que la personne place son visage très proche du miroir. Donc en fait, le visage de la personne, ça constitue l'objet. Et cet objet-là doit donc être situé entre le foyer du miroir et le miroir. Donc il faut être proche pour avoir l'effet miroir grossissant. Puis quand on est dans une situation miroir grossissant, le visage, on le voit à l'endroit. Et c'est une image virtuelle. Et agrandie. C'est ça qu'on a ici. Ça, c'est l'effet miroir grossissant ici. Si la personne place son visage trop loin, alors à ce moment-là, elle va pas voir. Elle va voir quelque chose à l'envers, mais ça va pas être une image qui va être très nette.